Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers téléspectateurs, bonjour également à vous qui nous regardez. Très heureux de savoir actuellement que vous êtes connectés sur votre chaîne de télévision Canal 2 International. On va également pas oublier de remercier le public, aussi chaleureux soit-il, qui a toujours été avec nous, qui sera toujours avec nous durant toutes nos émissions à venir. Également, on ne vous oublie pas, vous qui êtes actuellement connectés à la maison, bienvenue sur ce tout nouveau programme de votre émission préférée. Tuto, une émission où on parle à la fois de culture, de passion, mais également de vie. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est tout aussi différent du thème que nous avons souvent l'habitude d'aborder sur ce plateau d'émission. Aujourd'hui, on va parler de comment s'exprimer en public. Vous savez, c'est très important, c'est un critère également très pertinent. Alors, dans ce programme également, nous allons parler également de savoir comment s'exprimer en public. On va développer dans un premier temps quel est le style vestimentaire à adopter. C'est très important. En deuxième partie, on va parler justement de la gestuelle. Alors, quelle est la posture à adopter face à un public? Ça, c'est très important. Alors, à l'intérieur de cette rubrique, on va également parler de la gestuelle. On va parler du regard, mais également de la représentation faciale. Donc, de l'aspect facial également de la personne. C'est très important. Et troisièmement, on va parler du discours dans lequel on va également développer les thèmes, à savoir l'articulation, le ton de la voix également, la fréquence, c'est-à-dire la façon avec laquelle on dit ou alors on passe un discours. On se retrouve donc tout à l'heure pour la première partie de cette émission. On parlera du style vestimentaire. On se retrouve après. Eh bien, rebonjour également à vous. Aujourd'hui, comment s'exprimer en public, c'est très important. Alors l'expression en public aujourd'hui passe par plusieurs critères. Le premier critère, il y a justement le vestimentaire. Aujourd'hui, suite à la colonisation européenne, on assiste maintenant à un cinéma où personne ne connaît plus le style de vêtements à arborer face à un public. Ça, c'est très dangereux. Alors, on va prendre ces deux cas. On va par exemple prendre ce directeur d'une société qui, d'un moment à un autre, sera obligé de passer ou alors de tenir une conférence avec ses employés. Et celui-là, justement, ou alors le directeur général qui, dans un moment à un autre, va donc tenir une conférence avec ses employés, avec un jean par exemple et un t-shirt. Et celui-là, qui va plutôt se présenter avec une tenue plutôt soft, une tenue vintage, peut-être une tenue classe. Donc je parle donc là d'un costume. On va très vite se rendre compte que, par exemple, celui-là qui sera habillé d'un jean et d'une chemise, ne sera pas ou alors le message qu'il va passer ne sera pas très important. C'est-à-dire que ce message ne sera pas vu de façon très importante par ses employés. Et pourtant, celui-là qui va plutôt arriver avec une veste, un costume, vous savez, sera plutôt, aussi élégant soit-il, porter et captiver l'attention justement de ses employés. Il faudrait faire très attention aujourd'hui. Maintenant, passons plutôt la posture à adopter. Vous savez, c'est très important. Parler devant un public, c'est très compliqué. Alors, quelle est la posture à adopter face à un public? On a premièrement le regard, c'est très important. Alors, parler à un public, il faut regarder le public en face. Il ne faut pas tourner le visage, on ne regarde pas au sol, on ne regarde pas le ciel. Et également, éviter surtout de promener son regard partout et ailleurs. Pourquoi? Parce que le simple fait seulement pour vous de publier ou alors de traverser tout le monde avec votre regard, le public va se sentir un peu très mal à l'aise, puisque là vous aurez l'impression comme si vous soupçonnez tout le monde, et ça c'est très important et c'est même très dangereux. Alors le regard, c'est quoi? Il faut regarder le public, il faut avoir un regard vintage. Lorsqu'on parle de regard vintage, ça veut dire que vous regardez quand même le public, ou alors pour ceux-là qui ne peuvent pas le faire, c'est très simple, une petite astuce. Alors imaginez-vous un seul instant que vous êtes chez vous, dans votre chambre, créez-vous un vide le plus complet possible. Ou alors, si vous êtes dans une salle, généralement, les salles de conférence, il y a normalement 3 rangées. Alors, ciblez tout simplement la rangée qui se trouve en face de vous. Maintenant, créez-vous tout simplement un champ visuel dans lequel vous allez vous balader. Mais n'oubliez pas également ceux-là qui se trouvent de part et d'autre de la salle. Pourquoi? Parce qu'eux également doivent se sentir concernés et captivés par le sujet que vous êtes en train justement de développer. Très important. Maintenant, parlons de gestuelle. On a également constaté qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont plutôt des difficultés à s'exprimer face à un public. Ça aussi, c'est dangereux. Petite astuce, comment faire pour s'exprimer face à un public, c'est très simple. Essayez de vous créer de façon imaginaire un cercle, premièrement, dans lequel vous allez vous tenir. Alors à quoi est-ce que vous servira ce cercle? Il vous servira justement de vous déplacer. Pourquoi? Parce que
Pour parler à un public, il ne faudrait tout simplement pas rester figé sur place, non, mais il faudrait plutôt se déplacer. Deuxièmement, essayez de se créer également un autre cercle virtuel en face de vous. À quoi est-ce que vous servira ce cercle? À balader votre main, ou alors vos mains, parce que ça également c'est très important. Donnez également la possibilité à celui-là, par exemple, vous savez, tout le monde n'entend pas. Donnez également la possibilité à celui-là qui a des difficultés à entendre ce que vous dites, de comprendre au moins ce que vous êtes en train de passer comme message à travers vos gestes. On appelle cela normalement à l'école la communication non verbale. Donc cette communication non verbale, c'est cette communication qui fait intervenir le geste, c'est très important. Alors dans ce cercle imaginaire ou alors que vous aurez créé en face de vous, baladez vos mains. Balader ses mains, c'est quoi? On va pas jeter la main à tort et à travers, non du tout. Lorsqu'on parle à un public, on parle à un public avec assurance, on parle à un public avec élégance et avec charme. Donc il y a une façon de poser des actes, donc poser les actes au bon moment, au bon endroit et les bons actes. Donc il faut avoir les bons actes au bon moment et au bon endroit. C'est très important. Maintenant, la représentation faciale, vous savez aujourd'hui, le public se sent aussi ou alors se sentira aussi captivé en fonction de l'état avec lequel vous allez vous venir ou alors l'état avec lequel justement vous allez vous présenter devant lui. C'est très important également comme critère. N'arrivez pas avec une air de personne abattue. Arrivez plutôt avec du sourire. Donnez l'envie à ceux-là qui vous écoutent de continuer à vous écouter. Ne donnez pas l'envie à ceux-là qui se trouvent dans la salle de fuir votre regard. Très important. Retrouvons-nous, c'est terminé justement pour cette toute première partie de l'émission. Retrouvons-nous tout simplement pour la deuxième partie de l'émission et la dernière où nous allons parler justement du langage dans lequel nous allons développer à savoir l'articulation, le ton de la voix et également la fréquence. On se retrouve tout à l'heure après ce petit pop publicitaire. Mesdames et messieurs, voilà, on se retrouve donc, bienvenue donc au terme à la dernière partie de cette émission. Une émission, cette partie, on va développer plutôt comment ou alors quel est le discours et quelles sont les techniques du discours également à approprier face à un public. C'est très important. L'articulation. Parlez de telle sorte que le public écoute ce que vous êtes en train de dire. Articulez les mots, articulez bien les phrases, respecter la ponctuation parce que ça également c'est très important. Ne pas se placer ou alors tenir un discours qui n'a pas de ponctuation, c'est-à-dire un discours qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. On nous a appris encore à l'école que normalement une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Alors ayez surtout un discours soft. Ce discours, je l'appelle un discours vintage, normalement. Deuxièmement, on va parler du ton de la voix. Vous savez, ça également, c'est très important, un critère à ne pas du tout négliger, du ton de la voix. Il ne faudrait pas parler trop bas, il ne faudrait pas parler trop fort, mais avoir plutôt un rythme assez constant. Ça, c'est très important. Avoir un rythme constant signifie donner également la possibilité à ceux-là qui vous écoutent de mieux entendre ce que vous êtes en train de faire passer comme message. Ne l'oubliez pas. Troisième et dernier point, sur lequel nous allons donc terminer et clôturer cette émission, la fréquence. Lorsqu'on parle de fréquence également, c'est clair, il est clair qu'également la voix intervient à l'intérieur. Mais la fréquence, c'est plus la façon, la rapidité avec laquelle vous donnez ou alors vous faites un discours. Ne parlez pas trop vite, ne parlez pas trop lentement. Parlez de façon constante. Donnez la possibilité à ceux-là également qui vous écoutent de pouvoir entendre ce que vous êtes en train de communiquer comme message. Puisqu'aujourd'hui, on assiste souvent à des événements où parfois on ne comprend rien, des personnes qui se placent devant un public et qui racontent du n'importe quoi et puis après on applaudit, on s'en va. Il faut faire très attention, vraiment très attention. On arrive donc au terme de cette émission. On se donne donc rendez-vous pour la prochaine fois, mais avant de partir, on ne va pas également oublier de remercier le public qui a toujours été avec nous et comme je le disais au départ, ce public-là qui sera toujours avec nous et qui nous a toujours accompagnés. On ne va pas également oublier de remercier tout le staff technique, à savoir la régie, les décorateurs également, le maquillage et tous ceux-là justement qui ont participé à la diffusion et la production de ce programme. On se dit rendez-vous à très bientôt. Alors, c'est God Love, c'est ça? Alors, première chose, God Love.
Bouger n'est pas très conseillé, se déplacer n'est pas très conseillé quand ça n'a pas été préparé avec la réalisation. C'est-à-dire que si on vous a donné un espace au début d'un programme, vous ne devez bouger que si, avant, pendant la préparation, ça a été écrit, préparé avec l'équipe. Sinon, en face d'une caméra, quand on vous a déjà cadré, il ne faut pas bouger. D'accord? D'accord. Sinon, vous donnez un travail qui va se faire. Si c'est une émission en direct, vous avez vu, il est allé juste devant la table et à l'antenne, le cadreur est obligé de recadrer et ça ne fait pas beau à l'antenne de recadrer pendant le direct. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'était une émission sur soi, oui, et sur la prise de parole en public, principalement. Oui, ça peut se faire. J'ai aimé un peu la posture, la gestuelle. Et puis, naturellement, tu as le profil qui colle au personnage que tu veux par rapport à l'idée que tu as donnée du programme. Seulement le contenu, au début, j'ai pensé que c'était long, mais j'estimais que c'était digeste parce que le style que tu utilisais permettait de t'écouter. Mais à un moment donné, c'était trop long. Donc ça veut dire que, pour répondre aussi à Patel, on peut être long, mais digeste, c'est-à-dire que ça peut passer. Quelqu'un peut parler plus longtemps que vous, mais parce qu'il le dit d'une certaine manière, ça passe mieux. C'est pour ça qu'il faut connaître sa voix et son potentiel à parler aux gens. La différence qu'on trouve en God Love, c'est qu'il nous parle à nous, et c'est clair. Il n'est pas en train de parler à d'autres, c'est à nous. Donc on se sent rapidement concerné par ce qu'il dit. Pas parce qu'il a mis des phrases qui nous ramènent à ce qu'on fait souvent, pas du tout. Mais parce qu'il a une manière de nous parler. Pour quelqu'un d'autre, ce serait, par exemple pour Laurent, ce serait plutôt des... C'est pour ça qu'on dit, quand tu n'as pas cette possibilité de te rapprocher des gens, c'est-à-dire de parler d'une certaine manière, qu'ils aient l'impression que tu es leur ami, tu es leur complice, tu es leur conseiller, il faut pouvoir, dans le contenu, faire ce que j'ai proposé à Laurent, c'est-à-dire d'aller tirer dans notre vie quotidienne quelque chose qui nous ramène à ton sujet. Mais lui, il n'en avait pas besoin. Parce que sa manière de parler nous ramenait déjà. C'est-à-dire que ça nous ramène à lui et on l'écoute comme un conseiller. Il faut juste faire attention, il faut maîtriser vraiment le sujet quand on décide de faire quand même un exercice assez de coaching, parce que ça c'est un exercice de coaching à la télé. Il faut bien maîtriser son sujet pour ne pas aller dans tous les sens et ne pas nous perdre. Parce qu'on a senti à un moment, tu es obligé de te répéter pour te retrouver et des fois dans ce genre de choses, ça perturbe. Ça te fait perdre ton sens, mais nous, ça nous fait comprendre que le conseiller, il sait plus ce qu'il veut nous dire et il ne faut pas que ton interlocuteur ou ton téléspectateur ait cette impression. Tout à fait. Je peux répondre? Oui, là, vous avez parfaitement raison. Mais il y a également un truc que j'aimerais souligner, c'est un peu le stress, parce que se retrouver parfois devant la caméra, c'est... On ne t'entend pas, tu ne parles pas à haute voix. Parce que en fait, ce que je peux souligner de cela, c'est le stress. Parce que ça, c'est normal que déjà la présentation, c'est mon domaine. Mais maintenant, il y a toujours ce petit trac-là que j'ai, je sais pas, peut-être si... Tout le monde là. Tout le monde là. Tout ce que je peux te dire, c'est de ne pas être très long. Quand on est très long, après on se mêle les pédales. D'accord. On se mêle les pédales. Et puis tu as utilisé un mot plusieurs fois, c'est devenu un vintage, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi, vintage? Vintage, c'est un peu, si on prend par exemple une tenue vintage, c'est une tenue qui est appropriée à l'événement auquel tu assistes. Donc ça veut dire que si par exemple, je suis appelé à donner ou alors à faire un discours devant des personnes, il faut porter une tenue appropriée à ce type d'événement-là. Est-ce que c'est ça, vintage? Je suis pas sûr que ce soit ça. Moi, vintage, ça me fait penser au passé, à quelque chose de... Comment on appelle ça? Has-been Oui,
Moderne, ancien, je sais pas. Oui. On a pris ça de l'anglais, non? Vintage. C'est pas Oui. français, ça. Mais c'est le français a un peu puisé. Oui. Mais je suis pas sûre que dans le dictionnaire, il y ait vintage. C'est un anglicisme en fait, c'est un emprunt linguistique. Ouais, c'est peut-être dans le textile, on en parle. Même dans la décoration, l'ameublement, on peut dire oui, je veux un truc, je veux une table vintage, je veux. Ouais, oui. De plus en plus, on l'utilise aussi dans la photographie, dans Oui, le aussi. montage photo. Aussi, oui. Hein? Entre le vieux et aujourd'hui et l'actuel. Donc on veut, voilà. Mais là, tu l'as placé 3 fois ou 4 fois et c'était pas à la bonne place en plus. Donc il faut faire attention. D'accord? Parce que les téléspectateurs à qui tu parles, ils sont pas dupes. Hein. Ils savent aussi des choses. Donc il ne faut pas te retrouver planté. Et quand c'est comme ça, n'utilisez pas des mots dont vous ne maîtrisez pas. Ou alors si vous aimez beaucoup ce mot-là, allez chercher vraiment avant de l'utiliser dans votre émission. Ou alors, tant que vous n'êtes pas sûr, ne l'utilisez pas. Parce que ça, la signification que tu donnes, c'est la signification que tu as donnée toi-même à ce mot. Personne ne t'a dit ça. Voilà. Donc, tu as vu que j'étais même pas là quand tu l'as trouvé ce mot. Donc, je te dis comment tu l'as... Voilà. C'est tellement évident. Donc voilà, je pense que l'attitude devant la caméra, elle est bonne. Je pense que le timbre que tu as utilisé aussi pour nous passer un bon message, un bon conseil, il était bon. Je pense que tu as ce qu'il faut pour être présentateur télé, mais il faut que tu travailles le contenu. Un présentateur télé dont le contenu boite un peu, c'est pas bon du tout. D'accord? Il faut travailler les contenus et bien les travailler, maîtriser ton sujet. Et c'est sur ça que tu dois travailler au maximum. Et aussi le langage, parce que ça fait 2 fois ou 3 fois que je te reprends. J'oublie pas beaucoup. Hein. Je pense que je t'ai déjà repris plusieurs fois. Il faut travailler aussi le langage, parce que tu t'es retrouvé en train de dire une R au lieu de un R, un R. On a entendu, hein, sauf si... Si, c'est vrai. Je pense qu'il y avait même une autre erreur que je n'ai pas notée. Donc il faut faire attention. Ensuite. Bonjour à tous, c'est un plaisir immense de vous savoir nombreux cet après-midi dans le cadre de cette autre émission, le Dico des filles. Nous le savons très bien, l'adolescence est un moment de la vie très délicat, un passage de l'enfance à l'adulte. C'est un moment qui permet de déterminer l'homme qu'on sera tout au long de notre vie. C'est pourquoi on va aborder l'adolescence, mais surtout avec un thème particulier autant pour moi. Cette émission est le cadre initiatique qui permet d'accompagner, de reconforter, surtout de conseiller des jeunes gens en pleine adolescence pour les préparer dans leur avenir. On revient tout de suite après pour décortiquer cette émission. Notre programme contient 3 rubriques. La première, la thématique du jour. La seconde, c'est la confidence. Et la troisième, ce sont les bons plans, les moyens, les méthodes à adopter devant une situation. Et aujourd'hui, on a comme thème la contraception. La contraception, il faut savoir que c'est l'ensemble des moyens qui empêchent un rapport sexuel de provoquer une grossesse en rendant impossible la rencontre de l'ovule et d'un spermatozoïde. À quel moment est-ce qu'on doit l'utiliser? À quel moment est-ce qu'on doit, autant pour moi, à quel moment est-ce qu'on doit adopter la contraception? À quel moment est-ce qu'on doit aborder le sujet déjà? Il est fort probable que certaines personnes, certains jeunes n'osent pas déjà en parler et ne sont pas guidés au quotidien par des grandes sœurs ou des grands frères. C'est pourquoi nous, on propose d'aborder la contraception dès l'apparition des règles, dès l'adolescence des jeunes filles et des jeunes garçons. Car la contraception permet d'éviter des grossesses risquées, mais aussi des maladies sexuellement transmissibles. Nous allons de ce pas donner les différents types de contraception. La première, c'est la pilule. Nous avons la seconde méthode, le stérilet, qui n'est pas conseillé aux jeunes filles parce que c'est très délicat. On a également le diagramme,
Ensuite, le spermicide, le préservatif aussi, mais aussi les méthodes dites naturelles, car celles-ci sont normalement utilisées pas l'abstinence en fait. C'est l'abstinence pendant la période d'ovulation. Après cette première partie, nous prenons une courte pause avant de revenir dévoiler le secret de la confidence. À tout de suite. Merci de nous avoir retrouvés. C'est votre programme Le Dico des filles qui fait son petit bout de chemin. Nous passons immédiatement à la seconde rubrique. Cette autre émission qui met l'accent, autant pour moi, sur les mots qui passent en silence dans la vie des jeunes femmes. La confidence de cet après-midi nous est livrée par Stella, une jeune étudiante de la ville de Douala. Elle nous donne d'autres moyens d'éviter une grossesse. On n'a pas vérifié les informations ou des méthodes données ici, mais on va les relayer tout de même. Peut-être on aura l'occasion qu'un expert nous explicite cela une autre fois. Pour Stella, il faut consommer du whisky après un rapport sexuel douteux, voilà, ou du miel, et également de l'eau salée. En fait, selon Stella, elle ne fait pas confiance aux méthodes déjà connues, c'est-à-dire la pilule et les spermicides, par exemple. Elle ne fait pas du tout confiance à cela. Ça marche, ça ne marche pas, on va vérifier avec le temps. Nous, ce qu'on vous propose, c'est après ceci. Un expert apportera certainement d'amples connaissances, mais on revient tout de suite pour des bons plans. Si vous nous retrouvez à l'instant même, sachez que vous n'avez pas tout loupé. Nous avons ouvert cet après-midi au hasard le Dico des filles. Nous sommes tombés sur la contraception. On le rappelle, c'est un moyen d'éviter des grossesses. Voilà. Nous avons énuméré les différentes méthodes, celle de notre camarade Stella. Il est temps pour nous d'adopter des bons plans. Déjà, il faut savoir que tout choix de vie est une responsabilité. C'est-à-dire tout ce qu'on préconise dans la vie est un engagement qu'on doit prendre au sérieux. Cela nous permet de déterminer, d'éviter d'autres risques. Il faut savoir que la contraception n'est pas seulement pour les filles. Il faut se faire accompagner par un adulte, une personne qui s'y connaît ou alors par son petit copain. Car elle nous permet d'éviter non seulement les grossesses non désirées, mais aussi des maladies sexuellement transmissibles. C'est sur ce dernier point que nous mettons un point final à cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Canal 2 International. À la semaine prochaine pour une nouvelle page de Dico des filles. Restez sages. Bye bye. Mary Inès, c'est bien ça? Alors, je suis un peu perplexe. C'est pas une émission qui nous divertit, ça. Moi, ça ne me divertit pas, en tout cas. Peut-être que je n'ai pas bien compris, mais je me suis pas éclatée. Ça, c'est une émission d'une dame journaliste qui a décidé de parler des ados. Tu as le micro? C'est ça? Explique-nous un peu parce que je ne comprends pas trop. En fait, j'ai voulu travailler sur... En fait, c'est une émission. Honnêtement, je ne sais pas si c'est... ça divertit, mais c'est une émission d'enseignement, en fait. Voilà. Juste de dire que le ton que vous employez, c'est ça qui donne on va dire, le ton d'émission. Tu n'étais pas une animatrice, là. Quand on est animatrice, on entre dans la peau. Toi-même, tu dis le dico des filles, mais tu ne fais pas la fille. Hein. Finalement, tu es où? Dico des filles, moi, je suis une ado, je zappe. Mais oui, parce que je ne me reconnais pas. Si c'est pour me faire des leçons, c'est plus donc une émission de divertissement. C'est pour ça que je parle. On est bien dans le cas du divertissement. Donc, si tu veux passer un message dans le divertissement, il y a un ton à adopter. On est dans le divertissement. C'est pas une journaliste qui a fait une émission. D'accord? Il y a des émissions qui peuvent même être, il a dit, hein, il y a des émissions qui parlent de politique, mais qui sont des émissions de divertissement. Donc, on peut parler de contraception, qui est un sujet très important, mais dans le divertissement.
je pense que 100% Jeune l'a fait longtemps à la radio. C'était du divertissement, pourtant ça parlait de tout ça. C'est dans la manière que tout change. Et le divertissement est la chose la plus... En fait, c'est le chemin le plus facile pour transmettre des messages aux populations. Donc il faut travailler là-dessus parce que là c'était plus une, j'ai pas envie de dire une dame, oui c'était une dame qui nous faisait une émission sur la contraception, en nous donnant même des contraceptions proposées par d'autres jeunes filles, sans même dire que c'est mauvais, qu'il faut pas, que c'est pas vrai ou que c'est pas. Donc on n'a même pas eu à la fin le vrai message, c'est-à-dire le médecin finalement il n'a rien dit. Il a parlé le médecin? Non, j'ai remis ça pour la prochaine fois parce qu'on n'a pas vérifié les informations reçues. Il ne faut jamais faire justement dans la construction d'une émission parce que ça peut arriver. Vous avez donné des conseils de jeunes filles en pleine antenne. Vous n'êtes pas sûr que les gens vont suivre la prochaine fois pour savoir si ce que cette fille a dit est vrai. Mais vous avez des gens qui vont aller copier, essayer ce que c'est très dangereux ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que vous faites une émission où vous exposez des conseils donnés par des jeunes et à la fin de l'émission, on ne sait pas si c'est des bons conseils ou des mauvais conseils. Vous-même, vous ne savez pas. C'est très dangereux. Ça veut dire que vous êtes présentatrice, vous n'avez pas fait des recherches, vous ne savez même rien sur le sujet. Vous laissez passer des bêtises à l'antenne, c'est ce que ça veut dire. Si moi je suis votre chef, ça ne peut pas se passer comme ça. Comment vous laissez des téléspectatrices entendre des mauvais conseils? Parce que vous dites qu'on va attendre la semaine prochaine ou je ne sais pas quand pour savoir si c'est bien de le faire. Pourquoi vous nous donnez donc... L'émission nous servait donc à quoi? J'aimerais comprendre. Oui. Pourtant, madame, j'ai trouvé son thème très intéressant. Oui. Super intéressant parce que c'est un thème qui est intemporel en fait. À tout moment, il est bon à écouter. Oui. Donc, parler des petites astuces de filles comme le miel, le whisky. Voilà, on se retrouve un peu. Voilà, mais c'est maintenant la manière, comme vous avez dit. Et le look aussi. Parce qu'une adolescente, voilà, elle aime tout ce qui brille, tout ce qui est, voilà. Oui, il faut du punch, il faut les amener, voilà, ce sont tes copines. Voilà. Tu dois te mettre dans la peau de la copine des filles. Maintenant, si tu veux pas être la copine, tu dois être au moins la tata sympa. Mais pas encore la maman à la maison qui nous dit, elles vont pas être là nombreuses. Hein. Elles vont fuir, elles vont... Mais mon problème, c'est que quand il y a une information qui est donnée par d'autres personnes dans ton programme, il faut que toi-même, tu sois à même de dire « Ah non, 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 c'est pas ça. » Sinon, tu vas laisser passer des choses graves. Donc, quand tu lis un SMS ou un message envoyé par une téléspectatrice ou une auditrice si tu es à la radio, et que tu sais bien que ce qu'elle écrit, toi, tu le sais, tu peux, parce que le docteur, tu ne l'as pas eu tout de suite, il viendra la semaine prochaine, comme tu l'as dit, toi-même dire « Attention, c'est pas toujours vérifié, ça. » C'est pas sûr. On va pas faire boire du whisky à des adolescentes quand même. Mais pourquoi tu laisses passer ça? Tu n'as même pas dit attention, l'alcool, l'abus, c'est pas bon pour la santé. Tu n'as rien dit, tu as lu. Il y a une responsabilité du présentateur télé. Une grosse responsabilité. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous avez sur les épaules si vous êtes présentateur télé. Tu ne peux pas laisser passer des choses comme ça. Ailleurs, on peut te porter plainte. Oui, parce que tu as laissé passer une information qui ne devrait pas. En plus, le whisky, tu parles à des ados quand même. Et tout ça pourquoi? Parce qu'en concevant ton programme, tu ne t'es pas mis à la place. Tu parles à qui? Tu as voulu juste faire ton émission sans te concentrer sur à qui est-ce que je parle. Je parle à qui? D'accord? Donc, il faut vraiment travailler ça. Le ton, on l'a dit, n'était pas le bon. C'était pas le ton de l'animation, c'était pas ça. Et tu changes de ton, c'est-à-dire que tu as commencé comme une émission de télé, même si ce n'était pas l'animation, tu as commencé comme une émission de télé. Après, dès que tu as utilisé la phrase « on va aborder je sais pas quoi », paf, tu t'es retrouvé à la maison en train de parler. Après, tu reprends encore comme si c'était une émission de télé. Donc, tu n'es pas stable dans le ton que tu emploies.
Les gars, bonjour. Aujourd'hui, là, on va faire le second module. Hier, vous avez fait le premier module avec Serge. Aujourd'hui, on fait le second module qui va nous amener à parler de la colorimétrie. Vraiment parce que la colorimétrie en matière dans l'audiovisuel est un secteur, est un module très très important que beaucoup d'apprenants négligent. Parce que beaucoup d'apprenants parlent souvent de la lumière, ils parlent souvent des couleurs, ils parlent souvent des balances de blanc, ils parlent de tout ce qu'ils parlent là, ils ne savent pas d'où vient généralement la notion de couleur, d'où vient la notion du blanc, d'où vient. Alors, toutes ces notions viennent de la colorimétrie. C'est pour cela que c'est un module très très important en télé, le module de la colorimétrie. Moi j'ai choisi, j'aime ça, hein. Vraiment, moi j'aime ça. Si il m'arrive à former les gens, chaque fois ça serait l'un des premiers modules dans le domaine, après avoir fait tout ce qu'il y a comme introductif, j'entre dans la colorimétrie et je l'enseigne du premier jour de la formation jusqu'au dernier jour de la formation. Parce qu'un bon cadreur, s'il maîtrise la notion de la colorimétrie, c'est que le reste sera éphémère. L'éclairage vient de la colorimétrie. La manipulation de la caméra sur le thème harmonie des couleurs vient de la colorimétrie. Et moi, on a tendance à négliger. Et j'espère que j'ai devant moi ceux qui comprennent. Parce que si vous êtes ici, ce n'est pas pour vous former. On ne vous forme pas ici. Ce n'est pas une maison de formation. Mais on vous ouvre les possibilités de vous recycler. Vous êtes déjà formé. Puisque le langage ne sera pas le langage de quelqu'un qui est devant les apprenants d'un jour. C'est les apprenants qui pratiquent même déjà. Je sous-entends. Si quelqu'un est là, qui est un apprenant qui ne s'y connaît pas, il n'a pas sa place. D'accord? Maintenant, la notion de la colorimétrie qui se définit, la colorimétrie qui se définit comme l'étude qualitative de la lumière, qualité qualitative de la lumière. La colorimétrie, c'est l'étude qualitative de la lumière, pas quantitative. Il y a qualité, il y a quantité, il y a qualité. L'étude qualitative, la qualité de la lumière, comment ça se passe, qu'est-ce que j'ai devant ma machine. Ce n'est pas la quantité, d'accord? Parce que la quantité, en matière de lumière, il sera hyper difficile pour nous de mesurer la quantité. D'accord? Là maintenant, comme on parlait de la colorimétrie, l'étude qualitative de la lumière. Et pour entrer dans l'étude qualitative de la lumière, nous avons les notions de spectre. Nous avons la notion de spectre. On a deux types de spectres. Le spectre continu et le spectre discontinu. Généralement, le spectre continu, c'est le spectre émis par les lumières, je peux dire naturelles. La lumière du jour. La lumière, et qui dit lumière du jour, dit soleil. Même quand il pleut, dès que le jour se lève, ça veut dire qu'il y a le soleil. Ça dépend maintenant, les nuages sont couverts, machin, ça entre dans les nuages, la saison de pluie vient, les nuages pèsent, le soleil ne réussit pas à traverser d'une manière ardente. Il y a le soleil. C'est la terre qui tourne, donne le dos au soleil, il y a l'obscurité, et retourne, donne la face au soleil, il y a le jour, en fonction de là où on se trouve. On a le spectre discontinu que nous avons et que en télévision ça ne nous intéresse pas trop. Les réglettes, ça papillote, son spectre n'est jamais continu. Alors quand le soleil vient, ça vient. Quand ça part, ça part. D'accord? Le spectre discontinu, on a le spectre discontinu et le spectre continu. Voilà nos deux spectres. Et en télévision, généralement, c'est le spectre-ci, continu, qui nous intéresse. Le discontinu ne nous intéresse pas. Ça se comprend un peu. Jusque-là, ça se comprend, vous comprenez un peu. Nous sommes dans l'étude qualitative de la lumière, nous ne sommes pas dans l'étude quantitative. Il serait difficile pour nous de mesurer la quantité de ce qui nous tombe dessus en matière de lumière. Oui. Allume. Oui, quand on parle de spectre discontinu,
Là, on fait allusion à déjà de Au fluorescent. uniquement Au fluorescent. Prends un exemple. Aucune de nos ampoules là n'est stable. La plus instable, c'est le fluorescent. Même avec l'œil, souvent, tu t'aperçois que ça papillote. D'accord? Je peux marquer ici fluorescent. Je peux marquer ici fluorescent pour vous dire quel type de lumière. Pour ceux qui connaissent la lumière, l'exemple des fluorescents, les réglettes de la maison. D'accord? Alors que quand on parlait de continu, on voit un truc comme la lumière du jour. La lumière du jour est là. Il fait jour, c'est là. C'est pour cela que c'est le spectre-ci qui nous intéresse. C'est à partir de ce spectre qu'on ira trouver le pourquoi on fait une balance des blancs. C'est à partir de ce spectre qu'on va voir les couleurs primaires. C'est à partir de ce spectre qu'on va déterminer la portion visible par l'œil des couleurs. Parce qu'il y a des portions invisibles. Vous ne voyez pas les rayons X. Vous ne voyez pas les ultraviolettes. Ces rayons X, les rayons gamma, les ultraviolets, les ondes radio sont des éléments qui se trouvent sur le spectre de la lumière, mais qui ne sont pas visibles. Qui ne sont pas visibles, mais qu'on ressent, qu'on mesure avec des trucs qu'on utilise pour les ondes radio. C'est ça qui nous fait avoir tout ce qu'on a là. Mais l'œil ne voit pas. L'œil ne voit qu'une portion. D'accord? Si nous avons notre spectre ici, on a là peut-être les ultraviolettes, on a là les infrarouges. On a une portion comme ça qui part de une portion située entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. La portion-ci, c'est la portion visible. D'accord? Hein? Tout ça comme ça. Tout le trait-ci. Ça continue comme ça. C'est ça. Si vous voulez, je mets au pluriel. C'est la ligne des longueurs d'onde. La ligne là. Maintenant, cette ligne a beaucoup de types de longueurs d'onde que nous ne voyons pas. La preuve, les ultraviolettes, les infrarouges, les rayons X, les rayons gamma, les ondes radio, nous ne voyons pas. Parce que notre sensibilité, la sensibilité de l'œil humain ne nous permet pas de voir. Maintenant, tout ce que nous voyons se situe entre 400 nanomètres. Nanomètre, c'est l'unité de mesure des ondes. Se situe entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. 400 nanomètres, 800 nanomètres. Voici la portion visible. C'est dans cette portion visible que nous aurons tout ce que nous aurons comme panoplie de couleurs. Dès qu'on va décomposer la portion visible à l'aide d'un spectre, on va se retrouver avec une quantité de couleurs. Quand vous voyez souvent l'arc-en-ciel, vous croyez que c'est la magie. L'arc-en-ciel, ce n'est pas la magie. D'accord? Et l'arc-en-ciel a combien de couleurs? 7 couleurs. Ce n'est pas la magie. C'est parce qu'à un certain moment, une certaine longueur d'onde traverse un spectre naturel qui décompose maintenant la lumière qui entre dans ce spectre naturel. Ça le décompose et ça le projette en arc-en-ciel. Maintenant, vous avez les 7 couleurs d'arc-en-ciel. Vous avez les 7 couleurs. Mais au niveau de la science ne pouvant pas faire comme la nature, a cherché un élément qui se rapproche de la nature qu'on appelle le prisme. À partir d'un prisme maintenant, on bombarde un faisceau lumineux du jour qui sort de l'autre côté et décompose les 7 couleurs. D'accord? Et à partir de ces 7 couleurs, nous avons 6 dedans qui vont nous servir. Dès qu'on va décomposer ça, voici la partie visible. On va décomposer la partie visible à partir d'un prisme. Dès qu'on décompose la partie visible à partir d'un prisme, ça nous donne nos 7 couleurs. À partir de nos 7 couleurs, maintenant,
on les dispose sur cette longueur d'onde située entre 400 et 800 nanomètres, qui est la portion visible. À partir de ces 7 couleurs situées entre 400 et 800 nanomètres, on va extraire ce qui nous sert en télévision et ce qui nous sert en photographie. D'accord? Comme nous sommes en télévision, on refait un autre pas, on lèse la photographie, on récupère ce qui nous sert en télévision. On refait une étude avec des schémas, on va le voir tout à l'heure. Très important, hein? Ça. Donc, quand vous apercevez une couleur, sachez que toutes les couleurs que vous apercevez se situent entre là et là. On a à peu près 7 grandes couleurs ici. À partir de ces 7 grandes couleurs, nous avons près de 1000 couleurs en faisant des combinaisons. Je combine le bleu et l'indigo, ça me donne une couleur tantampion. Je combine le tantampion contre X, ça me donne couleur X plus 1. C'est combine, je combine, on a une panoplie de couleurs après. D'accord? Tout part d'ici. Je réinsiste, tout part d'ici. Il faut comprendre. La notion de la colorimétrie, qui est l'étude quantitative de la lumière, nous amène à faire ces deux schémas. Ça nous amène sur les spectres. Et pour avoir, on a 2 types de spectres. Donc la lumière qui vient là vient sous 2 formes. Il y a une forme qui chancelle, une forme qui est linéaire. Et c'est la forme linéaire qui nous intéresse. La forme, on étudie en mathématiques la forme sinusoïdale. Non? Quand il y a une stabilité, ça danse. Ici, là, il y a une instabilité. Comme nous ne sommes pas en mathématiques, nous sommes en matière d'ondes. Les ondes n'oscillent pas. Les ondes font des schémas en décollant d'ici, ne retombent, ne partent pas. Quand ils démarrent, quand vous regardez, il y a un décalage, il y a un décollage. Il y a un décollage. Donc les ondes, quand ils commencent à faire le mouvement, ils écrètent d'abord. Après avoir écrété, ils commencent maintenant à tracer sa courbe. Comme c'est discontinu, le gars trace une courbe comme ça. On a ici, ça monte un peu, ça redescend là, ça chute là, ça remonte, ça pique, ça revient, ça pique. Alors que, et tu ne peux pas maîtriser. Quand un truc est discontinu, tu ne peux pas le maîtriser. Quand c'est sinusoïdal, tu ne peux pas le maîtriser. Un truc sinusoïdal, tu ne peux pas facilement le maîtriser. À un moment, ça monte, tu ne sais pas si ça va monter à peut-être 1. Ça redescend, quand ça remonte, tu ne sais pas si ça sera à demi ou à 1,5 ou à 2. Tu ne le maîtrises pas facilement. Alors que quand tu as un spectre continu, tu le maîtrises. Dès que lui il apparaît, il apparaît. Il apparaît, il apparaît. Il est là. C'est la lumière du jour, c'est la lumière du jour. Le gars est là toute la journée, il a un temps pour ça. Constant, un temps pour ça. Même si les nuages couvrent, il y a un peu du noir, ça, dès qu'on sort des nuages, c'est là. C'est ça ici, c'est pour ça que lui nous intéresse. À partir de ce spectre maintenant, on travaille toujours sur les longueurs d'onde. L'expérience du spectre a été faite sur les longueurs d'onde. Sur cette longueur d'onde, on constate qu'à partir du spectre continu, nous avons une portion visible. Et la portion visible qui est située entre 400 et 800 nanomètres. Les portions invisibles sont des rayons très dangereux. Ce qui a échappé à la maîtrise de l'homme apparaît toujours très dangereux. Parce que tu ne le maîtrises pas. Les ultraviolets, ça abîme les yeux. Pêle-mêle. Les rayons X, ça tue les cellules. On te bombarde ça abîme les cellules. Les ondes radio, ça abîme les cellules. Les infrarouges, ça abîme tous. Ce qui n'est pas visible ici veut dire que pour l'homme, c'est presque nocif. Même pas presque, c'est nocif. Si on te met sous ultraviolet, on te bombarde ça, 2 minutes, tu as les yeux finis. C'est ça qui crée la maladie professionnelle aux éclairagistes. Ça. Puisque les projecteurs là ont des infimes particules, des rayons ultraviolets. Constamment, quand il vient d'allumer une lampe, ça bombarde quelques particules très infimes. Mais à la longue, les petits là deviennent gros dans tes yeux. Tu finis par avoir une vision qui chute.
Ça. D'accord? On a les infrarouges. On a les rayons gamma. On a les rayons X. Généralement, tous ces ondes qui ne sont pas visibles là, on utilise ça en sciences. L'hôpital, tu as les rayons X, tu as les rayons gamma, tu as les infrarouges à l'hôpital. On utilise ça pour faire les examens. Et dès qu'on te fait un examen, boum, on t'a tué. On t'a retiré là peut-être 10 minutes de vie. Hein. D'accord? Dès qu'on te bombarde ça, c'est qu'on te tue déjà peut-être 5 minutes. On te prend 5 minutes de ta vie. Mais on soigne le mal, on extirpe un peu le mal qui te fait encore un peu mettre long. Mais au fond, si tu devais mourir à midi, tu te retrouves en train de mourir à 11h50, 55. D'accord? Donc, je résume. On est à la colorimétrie, qui est l'étude qualitative de la lumière. Et dans la notion de la colorimétrie, nous travaillons avec les spectres. Nous avons 2 spectres. On a un spectre continu et un spectre discontinu. Tous ces spectres ont eu à prendre leur expérience sur certaines longueurs d'onde, sur les longueurs d'onde. C'est-à-dire qu'on fait une certaine mesure, c'est fini. On fait une certaine mesure. Et à partir de ça, on a ce spectre-ci, là où on sort entre 400 et 800 nanomètres la portion visible. Full stop. Vous retenez ça, on revient reprendre à la suite.